Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles, parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. Eh bien, bonjour Margot et bienvenue chez Hope Stories. Je suis ravie de t'accueillir ici parmi Salut nous. Camille, moi aussi, je suis super contente. Ça fait longtemps en plus qu'on se connaît et c'est vrai que là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir avoir ton histoire pour que tu puisses raconter un petit peu tout ce beau parcours de maternité et qui tu es. Déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vis Oui. et puis ce que tu fais dans la vie et ta famille, comment elle est composée? Alors, moi, je vis à Genève, en Suisse. Donc, j'ai plein de métiers différents. Je suis designer d'intérieur, je suis doula depuis de nombreuses années. J'avais ouvert un centre autour de la maternité. J'ai toujours mon bureau. Je fais encore quelques consultations, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'ai une vie plutôt remplie. Et puis, j'ouvre souvent un peu des petits business à droite, à gauche. J'aime bien créer, on va dire. Voilà, j'aime la création. Et puis, ma famille, du coup, donc, elle est composée déjà de 3 enfants, dont des jumeaux. Donc, j'ai une grande qui va avoir 9 ans cet été et des jumeaux garçon-fille qui ont eu 5 ans au mois de mars. Et puis, mon chéri avec qui je vais me marier au mois de juin. Ouais, super, félicitations! Ça va Oui. vite arriver là, Ah génial, oui. Ouais, super, on est dans le rush des préparatifs. c'est ça. Et du coup, donc on en discutait ensemble, tes 3 enfants ont Oui. été d'une précédente union, et ça a pas été, forcément un parcours assez, simple pour les avoir. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton chemin de maternité jusqu'à maintenant? Alors, mon chemin de maternité a commencé, en fait, quand on m'a annoncé que j'avais de l'endométriose et de l'adénomiose. Une endométriose qui était quand même, profonde à un stade de 3/4, avec une grosse opération, pour essayer de tout nettoyer. Suite à ça, j'ai enchaîné avec une première FIV qui a fonctionné du premier coup. Il y en avait 2 au départ, donc j'avais cette forte empreinte gémellaire en moi, je pense, prêt à avoir, 2 bébés. Bon, au final, rapidement, il s'est avéré qu'il y avait qu'un seul bébé. Et du coup, en 2017, ma fille Doria est née. Puis, après ça, pendant une année, ben, j'étais sous pilule, donc rien de spécial. Puis au bout d'une année, on s'est dit: «OK, un deuxième». Et en fait, je m'étais dit: «Bah, ça va être hyper facile». Et en fait, pas du tout. Voilà, là, c'était le gros début de l'endométriose, qui pose beaucoup de problèmes. Donc, déjà des problèmes au niveau de l'utérus parce que j'avais eu une césarienne, donc j'ai dû être opérée plusieurs fois pour, réparer l'utérus parce que j'avais un isthmocèle, c'est une sorte de cicatrice qui ne se ferme pas. Et puis, tant que j'avais pas ça qui fonctionnait bien, bah, je pouvais pas, faire de FIV. J'ai essayé de concevoir naturellement, mais en fait, à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais pliée en 4, Mmh. c'était ingérable, donc direct, on me remettait sous pilule. Donc, à chaque fois, je finissais aux urgences quand même. Donc ça reste quelque chose, Ouais. de très douloureux. Et puis après ça, donc quand j'ai eu le feu vert, j'ai décongelé les embryons que j'avais encore, de congelés pour Doria. Donc, j'avais, 2 ans, enfin j'en avais 5, mais sur les 5, il y en avait que 2 qui ont tenu. Donc le premier, j'ai fait une grossesse biochimique, il y a une accroche, mais rapidement ça Mmh. s'arrête. La deuxième fois, j'ai fait une, grossesse, j'ai le mot en anglais, ectopique, une grossesse extra-utérine. Là, ça a été très dur parce que alors vraiment, bah, on fait une FIV, donc on le met au bon endroit. Ouais. Voilà, ma gynécologue me disait que tout allait bien, que, j'allais voir mon bébé à l'échographie, qu'il fallait que je patiente. Puis en fait, j'avais des douleurs, donc j'ai été aux urgences et puis aux urgences, on m'a dit de revenir 2 jours plus tard, mais que mes taux étaient hyper élevés, qu'ils avaient triplé quasiment,
jours, donc c'était sûr qu'on allait voir la grossesse et en fait, ils ne trouvaient pas de grossesse et au final, ils l'ont trouvé dans la trompe. Donc à nouveau opération, enlever la trompe, cure d'endométriose parce que du coup, endométriose à nouveau. Mmh. Ouais. Et après ça, j'ai refait une FIV, complète, donc pour refaire des embryons. J'ai de nouveau fait une grossesse biochimique. Alors là, je l'ai vu tout de suite, donc j'ai direct dit à la gynéco, «On va enchaîner parce que sinon on va pas s'en sortir». Et donc on est arrivé au mois d'août 2020 et en gros, j'avais un deal avec ma gynéco. Elle avait dit parce que moi je voulais en mettre 2. Je sais pas pourquoi j'avais cette impression qu'il fallait que j'en mette 2 pour que ça fonctionne. Elle avait dit: «Je suis sûre que ça va fonctionner, mais si ça fonctionne pas au mois de juillet, on en met 2». Donc au mois de juillet, ça n'a pas fonctionné vu que j'ai cette grossesse biochimique. Elle a dit: «Bon, bah, on en met 2». Et donc voilà, on a eu, le transfert d'embryon au mois d'août et au bout de 5 jours, je savais que j'étais enceinte et je disais à ma gynéco: «Je suis enceinte». Elle me disait: «C'est pas possible». Je disais: «Si, si, si» et en fait, les taux étaient mais genre, peur de moon. Et du coup, c'était des jumeaux. Donc ils sont Ouais. nés, en mars 2021, prématurés à 34 semaines. Donc ça aussi, c'était une autre épreuve. Mmh. Césarienne d'urgence avec début de rupture utérine. Enfin, c'était pas il y avait pas encore la rupture, mais ça Mmh. commençait. J'avais eu des contractions toute la journée, donc grossesse à risque. Ma gynécologue avait hyper peur. Du coup, direct en césarienne le soir. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû aussi, gérer la prématurité. C'était surtout mon fils qui était très prématuré. Ma fille, elle, elle allait bien, elle aurait pu sortir, direct, sans Ouais. souci. Mais mon fils, voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui, donc on est resté environ 3 semaines et demie en néonat. Et puis, voilà, une nouvelle vie, à 5, quand même difficile avec des jumeaux en vrai, enfin facile et difficile, on va dire. Tu connais, hein? Oui, oui. Tu sais, je me dis avec une grande à gérer. Ouais, voilà. Et en vrai, moi, je suis fan de l'aventure Gemellaire. J'ai adoré ça. Je trouve ça encore extraordinaire aujourd'hui. Ils ont 5 ans, de les voir évoluer et tout. Mais maintenant, avec un regard un petit peu, du recul, Mmh. je me dis, «C'était quand même dur». Ouais. Et puis surtout, 1 mois après 2 mois après leur naissance, on a dû m'enlever l'utérus en urgence. Parce que du coup, j'avais encore du placenta à l'intérieur. On m'a dit: «On va vous faire, juste un curetage», mais moi j'ai dit que Mmh. je pouvais plus. En fait, j'avais déjà été amenée 2 fois aux urgences en ambulance, Ah ouais. à cause de douleurs à l'utérus. J'ai dit que je supportais plus et en fait, il s'est avéré que quand ils ont fait l'opération, ils étaient obligés d'enlever l'utérus, il était trop abîmé. Même le laboratoire a appelé pour savoir ce qui s'était passé parce qu'ils avaient jamais vu ça. Donc voilà, maintenant on pense que c'était vraiment l'adénomiose, il y en avait énormément et du coup Ah. c'était un petit peu, catastrophique. Donc bah, une nouvelle vie, a commencé. Je dois dire que c'était franchement génial, j'ai pas d'autres mots. J'avais plus aucune douleur. Ouais. Plus aucune douleur dans le dos surtout parce que j'avais tous mes organes qui étaient collés dans le dos, plus l'endométriose, ben, à chaque fois j'avais des douleurs terribles. Là, je me réveillais le matin, j'avais pas mal, et donc ça, c'était hyper agréable parce que c'est vrai que je voyais mes enfants me voir, souffrir et je voulais pas Mmh. qu'ils aient une image de leur maman qui souffre tous les mois, de leur vie. Surtout pour mes filles en me disant: «Bah, le jour où elles auront leurs règles, comment elles vont vivre Ouais. ça?» J'ai hyper peur qu'elles aient de l'endométriose Ouais. aussi parce qu'on sait que c'est héréditaire. Bref, je me suis dit voilà, pour moi, c'était un peu une renaissance. Donc j'ai aucun regret en vrai, d'avoir fait cette opération, jusqu'à récemment. Donc après ça, en 2023, j'ai décidé de me séparer du père de mes enfants. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle vie. Bah oui. Une nouvelle vie à 4, donc maman solo de 3 enfants. Les jumeaux avaient 2 ans et demi. Virginia l'a très mal vécu, donc elle dormait plus la nuit. Moi, j'étais l'ombre de moi-même. Ça a été une année quand même, très difficile. J'ai perdu énormément de poids, j'ai été malade, enfin vraiment, ça a été une année quand même dure, Ouais. mais en même temps aussi la meilleure année de ma vie, j'ai envie de dire. Je me suis beaucoup amusée, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête, c'était un peu une renaissance pour moi. Et puis, d'offrir un foyer, heureux à mes enfants. Il y avait plus de cris, voilà, c'était l'envie que j'avais pour mes enfants, donc c'était un petit peu, l'anarchie par moment, voilà, il y avait pas vraiment des repas très sains, il y avait beaucoup de télé, mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Voilà, on fait Vous comme avez de on peut. l'amour, donc c'est le principal. Donc voilà, on a mangé des chips à plein de repas et c'est OK.
Donc il y a plein de mamans qui seront sûrement en PLS en entendant ça, mais voilà, moi j'ai préféré me concentrer sur leur éducation et Ouais. sur l'amour que je leur portais et surtout qu'on vive des choses ensemble. Donc on est partis en vacances, on a fait vraiment plein de choses, on est allés au ski, on a fait des week-ends, voilà, on a fait plein de choses et puis voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et entre-temps, bah, j'avais commencé une nouvelle relation qui a duré 8 mois, qui s'est terminée en janvier 2025, donc il y a, bah, 1 année. Ouais. Et puis, bah, je m'étais dit que voilà, ma vie, allait continuer à nouveau, sortir, faire la fête, m'amuser et cetera et en fait, même pas une semaine après, j'ai rencontré, le grand amour de ma vie. C'était pas prévu, beaucoup de foudre. Donc au début, je lui ai dit: «Ah non, non, tu vas jamais rencontrer mes enfants avant au moins 1 année, c'est hors de question, là, ils ont besoin de stabilité», donc Ouais. voilà, j'ai mis beaucoup de règles, mais en fait, on ne pouvait pas se quitter à partir du moment où à chaque fois que j'avais pas les enfants, on était ensemble. Donc lui, il n'a pas d'enfants et puis au bout d'un mois, en fait, 1 mois et demi, je dirais, on s'est dit: «Non, mais en fait, on peut plus se quitter», donc alors, il a rencontré les enfants au bout de, ouais, 1 mois et demi et puis au bout de 2 mois, quasiment, on vivait ensemble. Ouais. Alors j'avais quand même demandé à une, pédopsie, de la Ouais. pédopsie des enfants, qu'est-ce qu'elle en pensait et elle m'avait dit: «En vrai, si vous dites la vérité aux enfants, que vous êtes honnête, ça passe toujours. Donc allez-y» et en fait, c'est vrai, on leur a parlé et en fait, c'était celle qui était, on va dire, le baromètre de la famille, c'est Virginia, la jumelle qui est la plus Ouais. sensible. Alors que les 2 autres sont très sensibles, mais elle a un très fort caractère, donc c'est un peu ça se voit pas au premier abord. Mais en fait, Ouais. c'est la plus sensible, je pense, de tous. Et donc elle, clairement, c'est ça passe ou ça casse. Ouais. Donc si ça casse, il y a pas de retour en arrière possible, quoi. Et c'était ce qui s'était passé avec, mon ancien, conjoint que j'avais eu pendant 8 mois. Elle l'aimait pas et du Ouais. coup, ça a jamais été possible de faire quoi que ce soit avec Ouais. lui. Et tandis que là, avec Paul, direct, elle lui a pris la main quand elle l'a rencontré. Elle disait qu'elle l'aimait pas, mais en fait, elle allait tout le temps lui parler. Et puis, en fait, les enfants l'ont adopté. Donc voilà, lui, il a un chien, donc les enfants ont adopté le chien, Bonnie. Et en fait, du coup, on a créé une famille comme ça et voilà. Donc ça, c'était le début un peu de notre vie, donc il y a à peine 1 année. Et donc moi, on avait déjà discuté du fait que, bah, lui, il aimerait avoir des enfants, que moi je pouvais pas en avoir. Donc on avait quand même demandé, j'avais quand même été demander à ma gynéco, bah, quelles étaient mes possibilités, Ouais. qu'est-ce qu'il en était? Elle m'a dit: «Bah, à part faire appel à une mère porteuse, je vois pas». Donc à l'époque, je m'étais renseignée sur les mères porteuses et cetera et franchement, j'avais dit: «Non», j'avais dit: «Je peux pas, c'est trop pour moi, c'est hyper anxiogène, c'est du business, vraiment Ouais. je peux pas, envisager ça». Mais j'avais quand même fait un bilan de fertilité, pour savoir où j'en étais parce que j'ai gardé mes ovaires. J'ai tout enlevé sauf mes ovaires, D'accord. et puis du coup ce bilan de fertilité était très mauvais. Donc un peu la douche froide, du coup avec une AMH, très, très basse, Ouais. voilà, où on me dit que j'ai 2 mois, si je veux faire des embryons, refaire une FIV, sinon, c'est mort. Donc moi je me dis: «Ah ouh là là, non, non, je peux pas». Je veux dire, Ouais. je sortais légèrement la tête de l'eau avec les jumeaux qui avaient Ouais. 4 ans. Je me voyais pas en fait repartir là-dedans, c'était un peu, inconcevable. Donc à ce moment-là, la gynécologue, elle me dit: «Bon, bah, vous avez environ 6 mois, pour prendre une décision et faire ce qu'il faut». Du coup, je dis: «Bon, bah, on se revoit dans 6 mois». Elle me dit: «Non, non, vous avez pas compris, vous avez 6 mois maximum pour faire Ouais. une FIV». Et là, je lui dis: «Non, non, je peux pas». Elle me dit: «En vrai, vous avez 2 mois». Je dis: «Non, je peux pas». Donc on laisse ça de côté et puis en septembre, je me dis: «Bon allez, je vais quand même, refaire un bilan pour voir où j'en suis». Je refais ce bilan et donc là, à nouveau, elle me dit: «C'est maintenant ou jamais». Bref, à nouveau, je sais pas trop. Je regarde à nouveau les agences de mères porteuses. À nouveau, je me dis: «C'est hyper anxiogène, c'est hyper cher aussi». Il faut quand même alors, Ouais. déjà mettre ça au milieu, c'est je pense un frein pour beaucoup de personnes parce qu'on parle, environ, 100 000, voire 150 000 € Ah ouais. suivant les pays où on va. Donc voilà, nous, c'est pas possible pour nous. Et puis un jour, je discute avec une copine, et elle me dit: «Ah mais moi j'ai un couple d'amis, qui a fait ça en Ukraine et c'était beaucoup moins cher, donc renseigne-toi». Du coup là, je recommence à me renseigner, je repars dans des recherches et c'est Ouais. vrai que je tombe sur plusieurs pays où on est autour des 50, 60, 40 000 €. Donc on a un petit peu un petit espoir qui renaît Ouais. parce qu'on se dit: «Bah, OK, ça on peut l'envisager, c'est faisable». Ouais, ça. Mais ça reste un montant,
hyper, élevé et voilà donc en gros, on n'aura pas de maison, mais on aura un bébé, quoi. Faut faire des choix dans la vie. C'est ça. On n'est pas propriétaire, mais on a un bébé et donc voilà, donc commence un petit peu, le parcours, mais là, il va falloir choisir une agence et alors ça, c'est, je pense, a été la plus dure épreuve, une des plus dures épreuves parce que vraiment, c'est la foire d'empoigne, quoi. On a tout et n'importe quoi. Ouais. On a des agences qui te vendent des forfaits. Enfin, moi, je trouve ça, hyper, malaisant, je me sens pas du tout à l'aise avec ça, je me sens pas à l'aise avec le processus, enfin, je suis vraiment pas bien et il y a juste une agence, qui en fait, c'est la première agence que j'ai contactée que je trouve, limite un peu trop, genre cool, quoi. Limite, c'est moi qui dois tout le temps un peu la relancer, pour avoir des infos. Elle me met aucune pression, et en fait, après avoir fait, 10-15 agences, bah, on arrive à la conclusion que c'est elle, qu'on va choisir, mais Mmh. c'est une des moins chères. Donc déjà, ça nous fait peur parce que quand même toujours ce truc à se dire: «Attends, c'est une des moins chères, pourquoi, du coup, enfin, est-ce que c'est pas une arnaque?» Ensuite de ça, OK, c'est cool parce qu'elle nous met pas la pression, mais en même temps, bah, c'est un peu vague, j'ai envie de dire et donc voilà, on a hyper peur, quoi. Donc en décembre, enfin non, alors ça remonte un peu avant. En fait, en septembre, fin septembre, on se dit que fin septembre, début octobre, on se dit: «OK, on y va». Donc Ouais. là, on apprend qu'il faut être marié pour pouvoir entamer ce processus, donc d'où le mariage. Voilà, alors en fait, on s'est déjà marié aux États-Unis, pour pouvoir, justement, commencer le processus parce que c'était, pas négociable qu'on soit pas mariés et moi, j'étais pas divorcée. Ah oui. Donc voilà, on a fait une petite feinte, je sais pas si je devrais le dire, dans un podcast. Mais là, on va se marier pour de vrai, cet été, maintenant que tout est en ordre, au niveau administratif. Donc on sera réellement mariés. Mais voilà, pour commencer, on avait notre certificat de mariage, donc on s'est mariés en ligne aux États-Unis, c'était assez drôle. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Au début, on s'est dit: «Petit mariage, gros mariage». Non, petit mariage, on se marie vite fait. Puis en fait, on s'est dit: «Non, moi je rêvais de me remarier». C'était vraiment genre j'adore ça. Ouais. Je crois qu'il aime aussi beaucoup l'idée de se marier, donc on est parti dans un gros mariage et voilà, annoncer à tout le monde, annoncer Ouais. pourquoi on se mariait, Mmh. annoncer qu'on faisait appel à une mère porteuse. En vrai, on a eu plutôt que des bons retours parce que, bah, voilà, les gens, ils savent qu'en fait, on n'a pas d'autres moyens, hein. Moi, j'aurais aimé, pouvoir, refaire une grossesse et justement, j'ai eu cette période où j'étais en colère. Je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai enlevé mon utérus?» Ouais. Et tout et j'ai ma gynécologue qui m'a un peu remis les idées en place en me disant: «Non, non, mais en fait, c'était pas possible. C'était question de vie Ouais. ou de mort donc en fait, il y a pas de rediscussion possible. C'est acté, quoi». Mmh. Donc bon, voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours un petit pincement au cœur quand même de pas revivre une grossesse et cetera. Mais maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Du coup, on a choisi cette agence, cette première agence-là, et donc on a commencé les démarches, en décembre, officiellement et voilà, j'ai dit: «Bah, maintenant, il faut qu'on y aille, quoi», parce que ma fertilité, elle est pas Mmh. extensible, c'était déjà pas top, donc allons-y. Donc j'ai commencé début janvier 2026, les traitements en vue de faire une FIV que j'ai fait à Kiev, en Ukraine, Ouais. pendant la guerre, Et oui, parce qu'avec le pendant la vague de froid. oh là là. Pendant que la Russie bombardait toutes les, centrales, d'électricité et cetera pour que tout le monde meure de froid. Donc c'était vraiment une ambiance, particulière. Donc j'ai commencé mon traitement. J'avais rendez-vous à Kiev, donc une semaine après environ. Il faut savoir qu'il y a pas d'avion. Donc voilà, on a fait un long périple de 36 heures. On a pris donc 2 avions jusqu'en Pologne. Ensuite, on a pris un train jusqu'à la frontière polonaise. Après, on a passé la frontière à 1 heure du matin pendant plus de 2 heures à pied. En fait, ça elle fait 100 mètres la frontière, mais en gros, il y a une file et puis c'est hyper lent. Donc tu es en train de mourir de froid, il fait -16 à 1 heure du mat. Ouais. C'est vraiment très, très particulier. Tu arrives dans le train qui fait donc, la frontière Kiev, donc pendant environ c'est 9 heures et demie, mais en vrai, ça a duré plus longtemps. Pareil, une fois que tu es dans le train, bah, il y a des douaniers qui cherchent des armes, ils sont hyper, voilà, ça fait Ouais. peur, quoi. En plus, c'était 3 heures du matin, donc moi, je m'étais endormie, tu te fais réveiller. Bref, c'était vraiment, un moment particulier et bon, je me souviendrai toujours, c'est une petite anecdote, mais le douanier nous demande: «Qu'est-ce qu'on fait là?» Ouais. Parce qu'évidemment, un passeport suisse et un passeport français, c'est un peu bizarre Oui. et du coup, il nous demande si on a des médicaments dans notre valise.
Je pense qu'il avait dû flairer un peu le truc. Je dis: «Bah oui, j'ai des médicaments», donc je lui sors, je sais pas, en plus personne me l'avait dit, mais j'avais pris l'ordonnance et la facture et Ouais. heureusement parce qu'il la fallait. Donc je lui sors l'ordonnance et la facture et là, c'était marqué en ukrainien aussi, donc il voit que c'est pour une FIV et du coup, il me l'attend et il me dit: «Good luck» et il repart. Ah, bon. Donc assez chou au final. Donc voilà, on a fait le train. On est arrivé à Kiev avec beaucoup de retard, donc au lieu d'arriver à 9 heures, on est arrivé à 13 heures, donc vraiment c'était épuisant Mmh. et là, directement, on est allé à la clinique, pour faire, une échographie et douche froide, elle me dit que ça a pas marché, qu'il y a rien, que Ah mince. franchement, elle sait pas s'il faut continuer la FIV, quoi. Donc elle me dit: «Ça sert à rien de payer, alors que ça ne marche pas». Donc sinon il faut faire appel à une donneuse d'ovocytes. Moi, nous, c'était notre limite, on veut pas aller jusque-là. C'était notre matériel génétique, soit on arrêtait. Donc là, c'est grosse douche froide. Je pleure, Ouais. beaucoup, plus les hormones et tout. Je me dis: «Non, mais j'ai pas fait tout ça», alors que parce qu'en plus, pendant le voyage, vraiment, il y a des moments où j'étais en colère, quoi. Je disais: «Mais purée, pourquoi, c'est moi qui vis ce truc, quoi? Je veux rentrer chez Mmh. moi, je veux être dans mon lit, je veux pas être là», Ah, c'était ouais. dur, quoi et elle me dit: «Bon, on verra demain» et elle m'augmente évidemment, les doses. Le lendemain, elle me dit: «Bon, c'est pas top, mais c'est pas si terrible, on regarde encore demain». Donc arrive le troisième jour et là, elle me dit: «Bon, je m'attendais à pire, donc on continue». Donc on continue en augmentant toujours plus les doses, jusqu'au maximum. Moi, je lui dis: «Allez-y, hein, mettez la totale, on n'est plus à ça près». Donc on augmente les doses. Je me suis piquée, 4 fois par jour, pendant 2 semaines. Ouais. Ouais. C'était hyper violent, franchement ça faisait trop mal en plus et surtout je sais pas ce que c'était un truc, bah, c'était un médicament en ukrainien parce que du coup, ils te donnent tous les médicaments à la clinique là-bas. D'accord. Mais du coup, c'était une horreur cette piqûre. À chaque fois, à la fin, j'allais la faire par, l'infirmière de la clinique parce que j'arrivais plus à me la faire tellement qu'elle me faisait mal et pareil alors, hyper, bien quand on est arrivé la clinique, hyper pro, enfin vraiment un truc, enfin c'était pas un boui-boui dans un appart, Ouais. voilà, comme on pourrait Non. s'attendre et puis nous, on avait hyper peur parce qu'avant de partir, on a dû envoyer quand même une certaine somme d'argent. Tu envoies, par Eh palier oui. et Ouais. on s'est dit: «Mais, ça se trouve on part là-bas, il y a rien quand on arrive». Ouais, c'est ça. Donc non, non, tout hyper carré. On est allé chez le notaire, donc tu vas chez le notaire, tu signes, des papiers comme quoi, tu fais un contrat avec l'agence, tu fais un contrat aussi avec la future mère porteuse que tu ne rencontres pas, je tiens à le préciser. Donc ça, c'est l'autre chose, même si c'est hyper humain, l'agence qu'on a choisie, hein, parce que elles sont pas toutes comme ça, mais en tout cas, notre agence, c'était des amours, quoi. On avait une traductrice, mais bon, au final, je parlais en anglais, en français, les médecins parlent français. On avait une sorte de manager qui nous accompagne à tous les rendez-vous, c'était Ah vraiment un oui. amour, elle était hyper avec nous, quand, voilà, ils ont dit que ça fonctionnait pas, limite, elle était trop désolée pour nous. Enfin, vraiment, ils étaient tous trop choux. Et donc voilà, on a continué les traitements, et arrive, donc la ponction, au bout de 10 jours et donc là, bah, on savait plus en fait, ils avaient plus fait d'écho, plus de prise de sang. Elle, elle m'avait dit: «Franchement, si vous avez 2 voire 3 ovocytes, c'est déjà une victoire». Donc c'était vraiment pas top, quoi. Je me suis dit: Ouais. «C'est mort, Ouais. quoi. En fait, on fait tout ça, mais si ça se trouve dans un mois, on est de retour parce que ça Ouais. aura servi à rien» et donc oui et aussi ce qu'il faut savoir, donc c'est un pays en guerre, donc il y avait pas d'électricité, pas de chauffage. Nous, on était à l'hôtel, donc il y en avait quand même. C'est tout des groupes électrogènes, mais par exemple, tu peux pas aller manger au resto, même si la vie continue et je les trouve Ouais. hyper courageux. Bah, en fait, tu vas au restaurant, il y a pas de chauffage, donc au bout de 10 minutes, tu as envie de rentrer parce que tu crèves de froid. Ouais. Tu peux pas marcher dans la rue parce qu'il fait -20 et puis il y a des énormes plaques de glace partout. Mais ça t'a pas fait, peur, justement d'y aller alors que c'était la guerre et tout ça? Enfin, J'avais hyper peur en y allant, mais vraiment hyper peur parce que, bah, on sait pas à quoi s'attendre, bah oui. truc horrible et quand on est arrivé au début, donc on nous dit qu'il faut télécharger une application sur le téléphone pour avoir les alertes et descendre dans le shelter, dans le bunker, en fait. D'accord. Et donc à l'hôtel, il y a un shelter et cetera. C'est pour ça qu'on l'avait choisi. Puis on avait choisi un hôtel qui était bas, qui avait pas beaucoup d'étages parce qu'il était dans la vieille ville. Parce qu'on voulait pas être dans une tour où Ouais. potentiellement tu peux te prendre des drones. Donc voilà, on avait déjà pensé un peu à tout ça. Ouais. C'est vrai qu'en arrivant, on s'attendait pas à avoir autant d'alertes, je dois dire. C'est, toutes les 5 minutes des fois. Donc la première journée, tu as 2-3
1 ou 2 alertes, je dirais et puis, bah, personne, en fait, fait attention. Quand on était à la clinique, quand il y en a eu une, elle nous a dit: «Ah voilà, ça a été intercepté, c'est tout bon, tout le monde discute, continue», donc tu as l'impression que Ouais. voilà, les gens ne s'arrêtent pas de vivre pour ça et puis, par contre la première nuit, on était en mode, bah, on va garder le téléphone à côté de nous. Sauf que là, on s'est retrouvés avec des alertes toutes les 3 minutes et puis en plus, c'est un truc hyper anxiogène. C'est genre, Mmh. ça sonne, comme s'il y a une sirène, bah, de bombe et puis ça dit: air alert, please go to the shelter». Donc, tu sais, ça te réveille comme ça, tu es genre: «Oh mon Dieu». Et en fait, moi, j'étais tellement fatiguée la première nuit qu'au bout de 2 alertes, j'ai coupé mon téléphone en mode avion parce que je supportais plus, d'entendre ces trucs Ouais. et on n'est jamais descendu dans le shelter. D'accord. Une fois où, c'est la manager, qui nous suivait à la clinique qui nous a dit: «Ah cette nuit, ça risque d'être tendu. Si j'étais vous, je descendrais dans le shelter». Et en fait, on est descendu et on est remonté dans notre chambre parce qu'en fait, tu peux pas dormir là-dedans. Enfin, Ouais. c'est des lits de camp, du coup, on est remonté dans notre chambre, voilà et c'est vrai que la nuit, tu entends quand même des bombes exploser, tu entends des avions passer, c'est particulier et il y a un Ouais. couvre-feu, donc il y a personne dans les rues. Il y a personne dans les rues entre, 23h et 5h, je crois et du coup, les peu de choses que tu vois passer, c'est des voitures avec des lumières, genre voitures de Ouais. police ou militaires et des trucs comme ça, quoi. Donc c'est Ah. particulier comme ambiance quand même. Mais voilà, on s'est jamais senti en insécurité non plus. Je dois dire, j'avais quand même peur pour la ponction, d'être sous anesthésie générale et puis qu'il y ait une alerte ou des choses comme Oui, à ça et oui, à ce moment-là, ouais. mais non, ça s'est tout bien passé et ça a été, vraiment, nickel et donc arrive le jour de la ponction donc moi je pars, du coup mon conjoint, bah, est obligé de rester, en un peu dehors du bloc. Donc je suis dans ce bloc. Il faut quand même savoir que c'est un peu, l'Union soviétique à la base, donc c'est quand même, c'est pas les mêmes infrastructures que chez nous. Je pense que, ayant fait déjà beaucoup de FIV, beaucoup d'opérations pour l'endométriose, j'étais un petit peu rodée, sur tous les examens que tu as à faire. Disons que ton intimité, c'est bon, tu t'en fous quoi. À ce stade-là, tu es plus trop, pudique. Ouais. Mais là, je dois dire que c'était quand même un petit peu violent. Je m'attendais pas à ça. En fait, il tu vas au bloc à pied avec juste ta blouse où tu es nue dessous, et puis, tu arrives au bloc et en fait, tu as une chaise gynécologique et puis du coup, tu dois te mettre sur la chaise gynécologique et en fait, ils t'endorment après que tu sois installée et pas avant qu'ils t'installent. D'accord, ouais. Donc, tu sais, tu es sur cette chaise gynécologique avec 3-4 personnes autour de toi, puis il te met l'anesthésiant là, puis il me disait, «Détendez-vous madame, Oui, détendez-vous». bah, oui, High five, j'étais genre: «Ouais, ouais, j'essaye, j'essaye». J'étais un peu là: «Bon, concentre-toi, ouais. détends-toi, tout va bien se passer». En plus, c'est pas ton pays, c'est pas ta langue, il y a des bombes autour, enfin, tu sais, c'est vraiment pas le Mmh. truc, méga, relaxant, on va Rassurant. dire. Donc voilà et après ça donc là, c'était trop chou, enfin, c'est Paul qui m'a raconté, mais à ce qui paraît, en fait, ils en ont réussi à en ponctionner, 7 ovocytes et la médecin, elle sautait de joie, elle a pris Paul dans ses bras, ils étaient Ah, tous hyper heureux, enfin, c'était la folie là, ils étaient genre: «Wouhou, ça a marché!» Donc ouais. ouais, j'étais, super heureuse quand je me suis réveillée, tout de suite, ils m'ont dit: «Il y en a 7, il y en a 7». Du coup, j'étais trop heureuse. Vraiment trop heureuse. C'est une anesthésie générale, mais du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à m'en remettre, le 1er jour, Mmh. j'étais un zombie, quoi. Puis, donc bah, là, on fait des embryons, donc ils nous ont dit, du coup, il y en a 4 matures sur les 7 Mmh. et 4 qui ont été, fécondés. Donc Ouais. bah, commence, l'attente des J5, jusqu'à jour 5 pour savoir combien il y en a qui ont tenu et donc à jour 5, donc là, on est rentrés en Suisse, en attendant le Tu es lendemain, resté combien de temps, du coup, sur place? presque 2 semaines. Donc la prochaine fois, si je dois y retourner, je vais raconter pourquoi, je ferai différemment Ouais. et je resterai pas autant. Là, Mmh. c'était un concours de circonstances, le traitement ne marchait pas, donc ils ont retardé la ponction. À la base, on devait rester une semaine et puis au final, on est resté presque une semaine de plus en tout, enfin un peu Ouais. moins, mais le voyage dure quand même, plus de 48 heures donc voilà, Ah, avec le ouais. voyage, ça faisait presque 2 semaines.
Ça faisait bien, 12 OK. du coup, on est reparti le lendemain parce qu'alors là, j'avoue que c'était très sympa, tout le monde était très gentil, on s'est pas senti en insécurité, mais on avait envie de rentrer à la maison là, Mmh. ça faisait long et puis moi, Waouh. j'avais mes enfants, j'avais hyper peur de les laisser. En plus, on leur a pas expliqué parce que voilà, pareil, je suis allée voir une pédopsie pour, parler de comment l'annoncer aux enfants. Donc elle m'a dit: «De toute façon, maintenant, ça sert à rien d'en parler, c'est pas assez concret, donc il Mmh. faudra attendre que la mère porteuse soit enceinte de plusieurs mois avant d'en parler». Mmh. Donc évidemment, voilà, j'ai menti, j'ai dit que je me faisais opérer, ça m'embêtait de mentir, de leur mentir à eux, et puis, voilà, de dire que, bah, finalement, je rentrais pas tel jour, mais je rentrais tel jour, donc c'était de l'attente en plus. Ouais, Donc, ouais, c'était pas facile. ouais. Et le retour, c'était encore pire que l'aller. Là, on a pris un van parce que donc comme on a dû changer plusieurs fois nos vols, on a annulé les vols, Ouais. on a annulé les trains. Ils nous ont dit de pas repasser avec les trains parce que c'était trop long et trop compliqué. Donc d'abord, ils nous disaient d'aller en Roumanie, donc aller en voiture jusqu'en Roumanie, prendre l'avion en Roumanie jusqu'en Italie, puis prendre l'avion en Italie jusqu'à Genève. Ouais. Après ça, finalement, ils nous ont dit: «Non, mais prenez un van», donc tu as des vans, en fait, qui font des navettes, avec, des pays d'Europe. D'accord. Donc j'avais trouvé des vannes qui allaient en Suisse et c'est vrai que moi, j'ai pas trop, ils m'ont demandé où j'allais, j'ai dit: «Genève» et bah, pour moi, le van allait nous prendre à Kiev et nous ramener à Genève, mais j'avais pas réalisé tout ce qu'il y avait autour Ouais. et en fait, ils remplissent le van, mais de gens qui vont dans toute la Suisse. Donc en fait, déjà le voyage est hyper long, tu arrives en Allemagne et là tu te dis: «Ah bah, je suis bientôt à la maison». Bah non en fait, tu te retapes toute la Suisse avant d'arriver chez toi. Donc vraiment, hyper dur. J'ai mis, je crois 1 mois à m'en remettre. C'est Ouais. là aussi où je vois que la vieillesse n'aide pas, enfin, c'est un peu abusé de dire ça, mais bon voilà, j'ai 37 ans et mon corps n'est plus le même. Ouais. 1re FIV était à 26 ans, j'ai pas récupéré la même chose, hein, c'était pas Ouais. du tout pareil. Mmh. Donc il y a ça aussi, le corps, il prend quand même cher, les traitements et cetera, Mmh. c'était vraiment pas facile. On est rentrés à la maison et puis, 3 jours après, on a eu donc le résultat. Donc, à J5, il nous restait, 3 embryons, Bien. de très bon grade, donc hyper bien. Mais, là-bas, comme d'autres pays en Europe, on peut, faire, le DPNI, sur tous les chromosomes si on le souhaite. Et du Mmh mh. coup, au début, ils nous avaient dit: «Non, mais avec votre âge, il y a pas forcément besoin, c'est comme vous préférez». C'était vraiment dur de prendre la décision, on le fait pas parce que ça dure, encore, 4 semaines donc d'attente, pour avoir les résultats, donc c'était repoussé, puis finalement on a dit: «On le fait» et heureusement qu'on l'a fait parce que malheureusement sur les 3 embryons, il en reste plus qu'un seul. Un des autres était atteint de trisomie 16 et un autre, avait des chromosomes en mosaïque, anaploïde, je crois que ça s'appelle, à plus de 75. Donc ça voulait dire qu'en vrai, il y avait 25 de chances qu'il soit parfaitement bien, une chance qu'il ait des malformations ou une trisomie ou, Ouais, quelque chose. ouais. Donc voilà, on Mmh. a décidé de pas implanter évidemment ces 2 embryons malheureusement. De toute façon, la trisomie 16 n'est pas viable et puis, c'est égoïste de faire vivre au monde un enfant, qui potentiellement peut avoir des malformations, quoi. Et c'est Mmh. égoïste, envers la mère porteuse pour moi, envers nous, envers l'enfant. Enfin donc, il nous reste qu'un seul embryon, donc là, c'était à nouveau la douche froide, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais Ouais. pas du tout à ça. Moi, j'étais hyper confiante. Je me suis dit: «3 embryons, allez, on en aura 2, c'est sûr et là, c'est Ouais, sûr, ouais. notre bébé, il va naître parce que sur les 2, c'est pas possible. Ouais, Puis il y en ouais. a 2 qui marchent pas. Fais les tests, vu qu'aussi, vu que ça», tu vois? Ouais. Ouais. Donc bon, là, la bonne nouvelle, c'est que l'embryon qui nous reste, il est, au top du top. Parfait. On sait aussi le sexe, moi, je Ah le dirai oui? pas, mais Ouais. voilà, on connaît le sexe, du coup. Ça aussi, c'est particulier. Ouais. Donc, tu sais le sexe de ton bébé avant même, qu'il soit implanté. Donc, bon, Ouais. voilà. Ça, c'était pas un choix, vraiment de ma part, mais bon, on le sait, bon, bah, voilà, on le sait et puis passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas, j'allais pas dire: «Ah non, c'est un garçon, j'en veux pas» ou «Ah non, c'est une fille, j'en veux pas», quoi. C'était Mmh. vraiment, pas ça l'idée. Et voilà, donc on connaît le sexe et puis il est, plus que parfait. Il est, non seulement, AAA+++, il a aucune anomalie. Donc Ouais. voilà, lui est parfait, ce petit embryon est parfait.
Donc maintenant, il restait la mère porteuse, donc on a pu choisir la mère porteuse. Alors là, à nouveau, c'est pas un truc qui me plaît, énormément dans le sens que ça reste, pour moi un peu un business. On reçoit un peu Ouais. une fiche avec des photos, 2-3 informations, mais c'est pas des informations grandioses, sur la femme. Et puis tu dois choisir en fait entre 2 femmes, et je trouve ça hyper, bizarre en fait. Donc voilà, là, ça a été de nouveau un peu dur pour moi d'accepter ça, de choisir, de me dire à nouveau: «Bah, c'est particulier», Mmh. enfin ouais, tout ça a été un peu dur. Finalement, voilà, on en avait choisi une, elle s'est retirée du programme, donc bah, le choix s'est fait tout seul. D'accord. Il en restait qu'une et puis, au final, très chou, mais à nouveau, on n'avait aucun contact avec cette femme. Donc là, s'en est suivi qu'on devait attendre qu'elle ait ses règles pour qu'elle commence le traitement en vue du transfert et donc le transfert a eu lieu il y a 2 jours, le 30 mars. Donc là, maintenant, c'est Ouais. l'attente, du Aïe, test aïe, de aïe! grossesse. C'est vraiment fou, franchement, ouais, je veux dire, je suis passée par toutes les émotions. On est passé par toutes les Mmh. émotions. Bah, j'ai fait quand même un deuil sur, une éventuelle, on va dire grossesse. Donc Oui. c'est une maternité qui est différente. Mais pour le moins, je sais pas comment dire, je me sens, quand même proche. Au début pas, mais maintenant je me sens proche de cette femme et je me sens hyper confiante, hyper sereine. Je peux pas l'expliquer. Ouais. Je me dis: «On a mis toutes les chances de notre côté, on a tout fait, on n'a plus dans nos mains». Même si on n'a pas le droit de communiquer avec cette femme, ce que je trouve un peu particulier, mais bon voilà, Mmh. c'est en fait, le peu de communication qu'on a, c'est à travers l'agence. Après plus tard, on peut avoir un groupe WhatsApp, mais pas au début. Enfin, c'est très, protocolaire, mais bon, ils nous ont expliqué aussi pourquoi. Je pense que ça doit être quand même pas facile aussi. D'après ce que j'ai compris, ces femmes le font clairement pour l'argent et je le comprends, hein, je le conçois, mais du coup, Ouais. pour moi, c'est dur de me dire: «Bah, c'est qu'une transaction commerciale». Ouais. Ils disent que une gestation pour autrui qui est éthique parce que bon, alors c'est des femmes qui sont sélectionnées, elles ont pas le droit d'être endettées, elles doivent avoir un niveau d'études, elles doivent déjà avoir eu des enfants, plutôt mariées et cetera. Mais voilà, ça reste quand même, une transaction commerciale. Donc c'était dur pour moi Mmh. et du coup, j'ai décidé, juste avant le transfert, je lui ai écrit un message que j'ai demandé à lui transmettre et voilà, dans le message parce que je me disais: «Mais en fait, je peux pas, concevoir qu'une femme va accueillir, notre Mmh. enfant et qu'on lui ait même pas adressé la parole comme si c'était juste un vulgaire, Ouais, ouais. produit, commercial et puis qu'on n'en avait aucune considération. Enfin, pour moi, c'était Mmh. inconcevable, cette partie-là et donc voilà, on lui a écrit un message en lui disant que, bah, on la remerciait énormément pour son don, pour, tout ce qu'elle faisait pour nous et puis que voilà, on savait qu'elle avait une grande responsabilité mais que c'était pas une responsabilité, qui lui revenait à elle mais que voilà, enfin ouais, Ouais. c'était ouais et c'était quand même particulier. Enfin, j'ai essayé de Ouais. tourner ça le mieux possible, je crois d'avoir plutôt réussi. J'ai plus en tête ce que j'ai dit mais voilà, c'était lui transmettre ça, donc elle était plutôt contente qu'on lui ait dit ça, donc ça m'a fait plaisir et je me suis dit comme ça, c'est un petit lien que j'ai Ouais. avec, cette femme, quand même et puis que j'ai de la considération pour elle et que voilà, je ne prends pas pour acquis, ce qu'elle fait. Donc ça, c'était hyper, important. Le test de grossesse. Oh là là! C'est fou, franchement, c'est fou, j'ai de la peine à y croire. Bah, je me dis aussi, je me prépare quand même Mmh. au fait que si ça marche pas, on doit tout recommencer. Alors Ouais. ça va être dur. Je pense que si, s'il faut tout recommencer, ça va être très, très dur. Au début, je disais que j'en aurais pas la force, puis bon, comme tout, après, on a la résilience qui fait son petit chemin et puis on se dit: «Non, bah, en fait, c'est bon, on va pouvoir encore une fois». Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'au départ, j'avais dit: «Non, non, après ça, c'est fini, j'arrête». Mmh. J'ai eu aussi quand même le cheminement, par moment de dire, à Paul qu'en fait, s'il voulait rester avec moi, fallait qu'il m'aime, comme j'étais et puis qu'on n'aurait pas d'autres enfants parce que j'étais pas ce cheminement de me dire que j'ai 3 enfants, c'est hyper dur. C'est franchement, j'ai pas une minute à moi. Là, Oui. je disais aujourd'hui, je disais: «Je travaille pas vraiment en ce moment et je n'ai pas une seconde à moi». C'est hallucinant, Mmh. quoi. Je c'est même pas que je suis devant le canapé en train de regarder des séries, quoi. Ouais. Et donc de me dire: «Oh là là, repartir dans le dur, pas dormir la nuit et ci et ça», Ouais. j'ai pas la force.
Il y a des soirs, je me mets limite à pleurer, je dis: «Non, non, j'ai pas la force, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, avec tout ça». Et puis, bon, lui, il me dit aussi que, bah, c'est différent, on sera une équipe, il sera là pour Ouais, m'aider et puis et cetera. Puis en vrai, j'ai trop hâte, d'avoir ce petit bébé maintenant, maintenant que j'ai vraiment on a été dans le processus et puis que ouais. j'ai accepté, on va dire, que c'était ma maternité, comment allait être ma maternité, j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive, quoi. Donc voilà, et puis je veux être à fond, quoi. Je veux m'en occuper parce que alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit pas et dis-moi si je me trompe, mais quand on a des jumeaux, c'est pas la même chose Non. qu'avec un seul Mmh. bébé. C'est tu tout le temps dans le rush, c'est, biberon, biberon, couche, couche, bain, bain, coucher, coucher. Ouais, j'avoue. Mais tu vois, moi, je suis dans la période là où, bah, du coup, on en a 2, on a Oui, les jumelles et enfin, je rêverais en fait de là, je me tâte à me dire: «Ah, est-ce on essaye ou pas d'agrandir la famille pour en fait en avoir qu'un?» ouais, c'est Et ça. avoir ce plaisir d'en avoir qu'un et d'être à 100 pour Ouais, un bébé, en fait. Parce que voilà. moi, du coup, j'ai connu que la double chose où, en fait, bah, tu es toujours tiraillé entre l'un ou l'autre et même, quand tu veux passer d'un moment à l'autre, tu as l'autre qui te regarde genre, Ouais, «Oui, oui, j'arrive après, j'arrive, t'inquiète, attends, j'ai déjà mon» et tu pas autant, je pense, hein. Surtout toi que tu as connu pour ta grande. ouais, mais alors tu vois, à nouveau, c'était une première grossesse et je pense que la première grossesse, on se met une pression de malade, vraiment. Ouais, Moi, je suis sortie de la maternité, je me suis dit: «Je vais aller boire un verre sur une terrasse». Le lendemain, j'étais en train de faire des courses avec mon bébé dans la poussette, alors que je venais d'avoir une césarienne. Enfin, je me ouais, suis pas reposée du tout. ouais, Alors évidemment que je l'ai énormément materné, que c'était génial et que j'ai adoré ça, mais c'était pas autant que je le voulais. Et donc en fait, avec les jumeaux, j'avais cette envie, d'accoucher par voie basse, de d'allaiter parce que j'avais pas ouais, réussi à allaiter, donc j'ai quand même réussi à allaiter pendant 6 semaines les jumeaux, mais c'était un combat, tire-lait, ouais. sein, biberon au flux, enfin c'était un enfer. Fois 2, il y en avait un qui tétait pas, l'autre qui tétait, mais un petit peu, puis l'autre, en fait, il fait téter un petit peu, mais puis plus finalement, enfin un enfer sur terre et ouais et du coup, je me disais tout le temps: «Mais oh j'aimerais tellement juste un Ouais, bébé pour, profiter» et c'est ça que je disais en fait dans la gémellité. J'ai adoré avoir, 2 bébés et au final c'était pas si dur que ça parce que quand tu es organisé, ben, une fois que tu as pris le pli, bah, tu fais tout fois 2 puis ça roule, en fait. Mais quand même, il y avait ce côté où, bah, tu maternes pas qu'un seul bébé, c'est ouais. toujours, tu as 2 bébés à porter, tu peux pas en par exemple, moi, je j'arrivais pas à les mettre en porte-bébé parce que je me sentais coupable d'en avoir un en porte-bébé et que l'autre, il était posé, tu vois? Donc là, j'ai envie d'avoir un bébé dans un porte-bébé et c'est tout. Avec l'expérience, en fait, c'est ça, c'est d'avoir un bébé avec l'expérience qu'on a Voilà, d'avant où là, tu te exactement. dis: «Oh, mais ça serait tellement facile, tellement enfin» Je te dis, après les jumeaux, c'est finger in toes, hein, tu peux il y a aucun problème. Et j'ai une copine qui a eu des jumeaux qui ont l'âge de ma grande et qui ensuite ouais, a eu un bébé peu de ouais, temps après les une année après les jumeaux. Elle me disait: «Mais c'est tellement facile» et j'ai trop envie de vivre ça, en fait, de me dire: «Oh ouais. waouh, non mais alors, lui, comme une lettre à la poste, quoi». Donc voilà, j'ai Mmh, hyper hâte de ça. Les enfants, parlent beaucoup d'avoir un petit frère ou une petite sœur, donc pareil, au début, c'était un peu je savais pas trop comment leur ouais, dire, donc j'aurais dit clairement: «Maman ne peut pas porter un enfant parce que, maman n'a plus la poche à bébé, elle n'est plus ouais. là». Donc après, c'était: «Ah mais alors comment on va faire?» et au début, bah, moi je savais pas trop quoi dire, donc je disais: «Ah bah, on va peut-être adopter». En sachant qu'aussi on a quand même fait le cheminement de l'adoption sur Suisse Ouais. et que c'est quasiment impossible d'adopter sur Suisse. En plus de ça, moi, j'ai une maladie, donc je sais que j'aurais jamais eu l'autorisation avec 3 enfants et cetera. Donc voilà, Mmh. c'était, clairement, la su enfin, c'était pas possible D'accord. et puis, Mmh. je pense que quand même, mon conjoint avait, cette envie d'avoir son enfant, qui prévalait, on va dire et voilà, du coup, l'adoption, c'était pas possible mais c'est vrai qu'au début, je bah, comment expliquer, qu'on va faire quelque chose qui est en plus illégal? Parce que ce n'est pas légal en France, ce n'est pas légal en Suisse, c'est toléré, mais c'est pas légal. Mmh. Donc voilà, c'était tout un cheminement. On s'est aussi beaucoup renseigné sur les démarches, administratives qui s'avèrent, quand même difficiles et donc j'ai dit au début bêtement, j'ai dit: «Ah bah, on va pouvoir, peut-être adopter un jour un enfant» et c'est là que mon fils, du coup je me suis dit: «Ouh là, mauvaise idée», me dit
Ah, il y a pas de souci maman, t'inquiète pas. Alors non, d'abord il y a ma fille qui me dit: «Ah donc ça veut dire qu'il y a une maman qui va abandonner son bébé». Donc déjà, ouf, Ouais. ouais, donc je dis: «Ah bah, non mais peut-être que voilà sa maman peut pas s'occuper de lui». Du coup j'essayais de trouver des choses, mais je me dis: Ouais. «C'est horrible en fait, ce que je suis en train de leur expliquer». Et donc déjà elle qui a la présence à 5 ans de se dire: «Tiens, il y a une maman qui va abandonner son enfant, mais pourquoi une maman elle abandonnerait son enfant?» Et puis du coup mon fils alors lui, je me suis pas posé de questions, il a dit: «Bah, écoute, il y a sûrement quelqu'un qui va abandonner un bébé dans la cour d'école. Je dirai à tout le monde de pas le toucher et qu'on le ramène à la maison et que c'est le nôtre». J'ai dit: «OK». J'ai dit: «On va voir ça». Donc bon, c'était chou. Puis du coup, c'est là que j'ai décidé d'en parler à la pédopsie. Puis elle m'a dit: «Non, mais en fait, Ouais. c'est votre enfant et c'est leur frère, de sang, en fait, Ouais. ou sœur de sang, du coup, il faut vraiment, leur expliquer la vérité». Donc Ouais. voilà, la grande, je lui ai déjà un petit peu expliqué que si un jour ça arrivait, faudrait qu'une femme, nous fasse un cadeau, de porter l'enfant pour nous, que c'était le seul moyen. Je lui ai expliqué quand même avec des mots d'adulte. J'ai dit: «Bah, voilà, on Ouais. appelle ça une mère porteuse», c'est voilà et j'ai un peu essayé d'expliquer comme je pouvais. Alors elle a très bien compris. Elle en a Mmh. parlé l'autre jour. Elle a dit: «Oui, oui, parce que alors, si on doit avoir un bébé, il faut faire appel à une mère porteuse». Donc c'est particulier, mais bon voilà, c'était OK pour elle maintenant, c'est acté. Mais voilà, on va pas en parler avant que le bébé, Ouais. soit réellement là, Ouais, ouais, bah, et oui. heu et après c'est quand même particulier parce que du coup, bah, quand tu es enceinte, enfin je sais pas, pour toi, mais moi les fois où ça a pas marché et les fois où ça a marché, les fois où ça a pas marché, je savais qu'il y avait un problème et je sentais que la grossesse, ça n'allait pas, dès le moment, dès le début, en fait. Et les fois où ça a marché, bah, dès le début, j'étais hyper sereine et pour Oui. moi, mon bébé, il allait naître. C'était pas il y avait pas de négociation possible. Et donc là, ben, je peux pas savoir. Là, tu vois, le transfert a eu lieu et je sais pas ce qu'elle ressent cette femme, je peux pas communiquer avec elle, je sais pas si elle a déjà Ouais. des symptômes, j'en sais rien en fait et donc c'est Ouais. hyper dur, voilà. Et puis même admettons que ce soit positif, bah, Faut encore faut attendre en plus, voilà, être sûr que faut tout se encore passe bien. attendre que tout se passe bien, et puis toujours, bah, tu sais pas en fait, tu sais pas, Mmh. tu sens pas le bébé bouger. Après une fois que le bébé il bouge, bah, tu le sens bouger, tu dis: «Ah il a bougé aujourd'hui, tout va bien» et cetera. Ouais. Enfin, je vais pas vivre tout ça et en fait, autre chose qui me semblait important de dire, je suis, Gracie, je sais pas si tu vois Oui. qui c'est? Ah oui. Et du coup, son parcours, waouh, enfin, c'est une battante et elle disait, bah, elle a fait appel à une donneuse et elle expliquait, l'épigénétique, mais elle disait que c'était OK parce qu'en fait, elle allait le porter 9 mois et puis qu'ensuite, Oui. elle avait pas de doute qu'il allait lui ressembler parce qu'elle l'avait porté. Puis, voilà, le bébé allait être imprégné. Et puis moi, je me suis dit: «Non mais attends, c'est notre enfant, mais en fait, il va grandir dans quelqu'un d'autre» et du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si ça se trouve, il va même pas nous ressembler et du coup, Ouais, j'ai commencé d'accord. à être prise d'une, voilà, d'une angoisse et une autre amie, qui s'y connaît vachement bien en épigénétique et cetera, elle se reconnaîtra, me disait: «Non, mais en fait, tu sais, l'épigénétique, ça commence 6 mois avant la conception. Ensuite, c'est pendant la grossesse et après, c'est 2 ans après la naissance du bébé». Donc elle me dit: «Toi, tu vas rater que 9 mois, en fait, parce que les 6 mois avant la conception, bah, c'est toi Mmh. qui les as apportés, et puis les 2 ans à la naissance du bébé, bah, il va grandir avec vous. Donc en fait, c'est Ouais. donc c'était hyper dur en fait, de me dire, bah, voilà cet enfant a grandi 9 mois, dans le ventre de cette femme et qu'à la naissance en fait, je vais l'arracher à sa potentielle mère alors qu'en fait c'est moi sa mère mais bah, pour lui, Non. c'est elle sa mère ou et cet enfant quoi et du coup, c'est hyper dur pour moi, cette partie-là et je sais pas du tout comment ça va se passer, comment je vais réagir et je me sens hyper coupable en fait de faire vivre ça à mon enfant. Voilà, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas un parcours facile, et il y a encore plein d'inconnus, je dirais. Mais voilà. Mais c'est pour ça qu'aussi, la grossesse, met 9 mois pour aussi avoir le temps, tu vois? C'est quand tu le portes, bah, de te préparer et tout et là, bah, ça va être pareil pour toi. Ça va être aussi, voilà, le temps C'est de ça. préparer tout ça, de t'y faire, de enfin, voilà, de travailler sur tout ça. Et tu justement, par exemple, l'adoption, c'est du jour au lendemain, on t'appelle, bim bim, faut que tu viennes, quoi. Enfin, c'est encore plus rapide. Là, tu auras quand même du temps Oui, oui. Et puis, pour un peu plus te pareil, préparer. garder cette ambivalence où il y a des jours où je me dis: «Ah, j'ai trop hâte d'avoir mon bébé», puis il y a des jours où je suis genre: «Oh non, quelle horreur, j'ai pas envie de repartir là-dedans» et j'ai peur et tout et en Ouais, fait, bah, quand j'étais enceinte de
de mes 3 enfants, enfin mes 2 grossesses, j'ai eu aussi ces moments où je me dis: «Ah, j'ai trop hâte de voir mon bébé», puis d'autres fois où j'étais genre: «Ah non, en fait, je veux pas, je veux garder ma liberté, je veux continuer à sortir, je veux continuer à faire ça», donc c'est vrai que cette ambivalence est quand même là et des fois je me sens coupable d'avoir cette ambivalence parce que je me dis: «Ah ben non, mais alors à quel moment tu vas faire un bébé alors que tu es même pas sûre?» Mais en fait, cette ambivalence, elle est toujours là quoi qu'il arrive. Tu peux pas, la Mmh. nier, tu vois? Et donc oui, il y a ces 9 mois pour se préparer, donc c'est clair qu'ils sont, hyper utiles. Mais en même temps, c'est vrai que la naissance, je pense que ça va être, pour moi quelque chose de très difficile. J'ai quand même beaucoup de considération pour cette femme. Je sais ce que c'est d'être enceinte, je sais ce que c'est d'accoucher et je me dis: «Ah, elle va accoucher». Mais voilà, comme, ma gynécologue me disait: «Mais en fait, c'est hyper important que ce soit une transaction commerciale parce que si c'était pas une transaction commerciale, ça se passerait pas comme ça, en fait». Et donc j'essaye de garder ça en tête en me disant: «OK, c'est comme ça, c'est la vie, il y a pas d'autre moyen, si on avait pu faire différemment, on l'aurait fait». Voilà, on lui expliquera à ce bébé, tout notre parcours, de l'aimer et de le faire grandir le mieux possible, pour qu'il ait le moins de traumatisme, possible, on va dire. Carrément dire: «Bah, écoute, on fait ça. En quelque temps, on se refait la suite de l'épisode». Mec, je Plaisir. pense qu'on va faire ça. On va te suivre là. Après, tu viendras m'annoncer ton super résultat, comment tu te sens et puis on va te suivre après pendant l'avancée, je pense que ça peut être vraiment sympa. Non, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite le plus au monde. C'est vrai qu'au vu de tout ce parcours encore différent d'une PMA, Mmh. c'est, voilà, que ça puisse aboutir à ce petit test de votre amour à tous les 2 vraiment. On Merci sent qu'il beaucoup. est déjà beaucoup aimé ce bébé, voilà, il est attendu. C'est vrai que c'est des parcours où déjà en PMA, tu sais que, les enfants qu'on a par PMA, c'est quand même différent au niveau de la relation qu'on a parce Exactement. qu'on les a vraiment désirés, on sait la chance qu'on a de les avoir. Mais là, c'est encore autre chose et c'est des enfants qui ne peuvent être que super aimés par leurs parents. Enfin, je veux dire, Bah c'est oui. voilà, donc ce sera Non, non, des enfants très c'est heureux. sûr que, il est déjà très aimé, très attendu et puis, bah, voilà, c'est une histoire un peu différente. C'est vrai que des fois je me dis: «Mais pourquoi, je dois passer par toutes ces étapes pour être maman? Pourquoi ça a jamais été simple?» Puis bon, bah, c'est la vie, voilà, on avance, et c'est comme ça. Mais j'avais aussi, très peur du jugement et du regard des autres parce que, bah, pareil, voilà, il y a Mmh. des femmes qui vont dire: «Ah mais c'est louer, le corps d'une femme, c'est ci, c'est ça». Et oui, bah, oui, c'est ça, je sais pas quoi dire en fait, bah, oui, c'est ça. Et c'est un cheminement qui est pas facile et en fait, quelque part, ben, je suis contente d'avoir ce cheminement et d'être doula et de savoir ce que c'est d'être enceinte parce que, au moins, je me dis: «Bah, j'ai quand même eu, dans ma tête, toutes ces étapes où je me suis dit: "Attends, elle va porter un enfant, c'est pas le sien, elle va accoucher, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, comment l'enfant, il va gérer l'attachement?" Enfin, et du coup, au moins, avant qu'il naisse, j'aurais un petit peu répondu à toutes mes questions et j'aurais travaillé dessus, quoi. Mmh. Non et puis enfin de là, de par ton témoignage aujourd'hui aussi, ça permet aussi de libérer la parole sur, ce Mmh. type de parcours et justement de montrer, bah, la réalité de pourquoi, voilà, ses parents font ces étapes-là aussi et que ça soit pour son premier enfant ou pour toi pour un quatrième. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, chacun a son histoire, chacun a ses, comment dire? Ah mince, je trouve pas mon mot. Comment dire? Et c'est un choix personnel, vraiment un choix de couple et de vie et il y a aucun jugement à avoir là-dessus. Voilà, il existe plein de possibilités et heureusement qu'il y a ces femmes qui donnent d'elles. Voilà. Je trouve ça merveilleux, comme celles qui donnent leurs ovocytes, ceux qui Oui. donnent leurs spermatozoïdes. C'est des dons de soi qui permettent en fait à des parents en fait de faire famille. Donc c'est merveilleux. Moi je dis franchement, C'est vrai aussi merci ce la que tu vie. dis parce que, voilà, j'avais déjà 3 enfants, donc j'ai eu aussi, ces questionnements en me disant: «Bah, Margot, tu as déjà 3 enfants, donc maintenant, arrête quoi, c'est égoïste de vouloir continuer». Et puis, bah, voilà, la vie fait que des fois, tu rencontres quelqu'un et que tu t'aimes, profondément et puis que cette personne, elle a très envie d'un enfant, puis tu te dis: «OK, bah, allez, une dernière fois, ce serait cool quand même» et puis de recréer une famille. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas non plus comme si j'avais pas eu d'enfant aussi, donc des fois j'avais ce sentiment de me dire que j'étais égoïste, en fait et puis qu'il fallait que j'accepte, juste, la réalité, quoi. Après, c'est souvent des les ressentis que quand je discute avec, plein de femmes, hein, quand elles ont déjà eu un enfant
et déjà rien que pour le deuxième en PMA où elles se sentent jugées parce que bah évidemment j'en ai déjà un, donc voilà, est-ce que Ouais, pouvoir faire ça, il faut comprendre, c'est qu'on enlève, enfin, comment dire? Tu n'enlèves pas une chance à une autre femme de tomber enceinte. C'est pas comme si, toi, le fait que le bébé, il vienne chez toi, bah, ça enlève la chance à quelqu'un d'autre, en fait. Tout le monde a ses chances et qu'il y a pas de raison, tout le monde a sa place et on a le droit de ravoir du bonheur par la suite et bien évidemment, tu vois, tu as le droit au bonheur et ouais, de pouvoir reconstruire une famille et tout ça donc et j'espère que voilà, c'est le message qu'on fera passer aujourd'hui dans les exactement. oreilles de tout le monde, que bah voilà, la vie est ainsi et que des fois il y a des parcours de vie qui font que bah oui, maintenant une ligne toute droite c'est compliqué et que bah voilà, chacun se crée sa vie et pour autant ça fera des enfants très heureux et voilà, c'est tant qu'il y a de l'amour en fait, c'est le principal et heureusement, enfin moi je dis merci à la science parce que moi c'est pareil, il y aurait pas la médecine, moi j'aurais jamais pu avoir d'enfant juste parce que voilà, heureusement qu'on a pu congeler le sperme de mon chéri. Voilà, ça aide quand même beaucoup de couples. Il y a pas de raison, si tout est bien fait, non mais moi j'ai hâte de savoir la suite et j'ai vraiment, je te souhaite plus que tout au monde que ça Ah marche là, c'est vraiment. l'attente, donc c'est Ouais, bon. là c'est Ah! J'ai envie de en plus t'en c'est déjà. sérieux, quand tu es en préma, tu analyses tout. Oui, et tu fais des tests de grossesse, c'est ça aussi. C'est quand en fait, moi, j'en faisais tous les jours. Tous les jours, je notais, J3, J4, J5, J6 et tout jusqu'à Ouais, et puis alors quand j'avais des positifs, je mettais positif plus machin, je les ai d'ailleurs encore dans mon armoire et du coup, c'est vrai que, bah, ça, non plus j'ai pas quoi donc voilà, ouais, bah, il faut attendre, il faut accepter et voilà. c'est ça. Merci Margot, vraiment merci d'être venue jusqu'ici pour raconter ton histoire et l'histoire de ce futur petit bébé. Moi, j'y crois. Allez, allez, je t'envoie les bonnes ondes. Il paraît que Moi voilà, aussi, c'est j'y de crois. l'énergétique et Merci. que écoute J'y crois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est déjà là et je le ouais, sens. Si c'est pas le cas, ce sera un petit peu une petite claque dans la figure, mais on repartira à zéro, puis on y arrivera. mais tu auras aucun enfin, puis même si malheureusement tout ça doit pas se faire, vous aurez aucun regret parce que Exactement. vous aurez fait ce qu'il faut et au Ah, vu c'est en ce plus qu'on c'est s'est pas simple dit. donc enfin voilà, enfin Ah, on vous s'est aurez dit: jamais «Ouais, de là, on regrets. a fait le job, Ah quoi». oui, non mais là Et en fait, c'était ça aussi qu'on s'est dit en septembre l'année dernière. OK, on accepte et on le fait pas, mais est-ce qu'on n'aura pas des regrets un jour de se dire: «Ah, en fait, on n'a même pas essayé, quoi» et donc mmh, c'était ça qu'on s'est dit, donc on s'est dit: «Bah, allez, on essaye et on verra», parce que sinon, je mais pense que j'aurais gardé pour moi ce si on avait fait, ça aurait peut-être marché et cetera. c'est ça. Donc, c'est la vie qui décide maintenant. Exactement. Bon, super, bah, merci Margot. Vraiment, vraiment, tu me donnes des nouvelles et puis on vous Oui, informera de la suite. Bon, et ben, plaisir. je te souhaite une belle journée à tous ceux qui nous écoutent et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Au revoir Margot. Ciao, ciao. Eh bien voilà, quelques jours après, j'ai reçu un message de Margot qui nous donne ses résultats suite à ce transfert. Je vous laisse écouter son message. Coucou Flavie, comment tu vas? Donc voilà, je te fais un petit retour. Comme tu le sais déjà, notre transfert n'a pas fonctionné. Ça a été hyper dur. Je ne sais pas pourquoi on y croyait tellement. On était hyper serein. On s'était dit que c'était la bonne, qu'il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Et puis parce qu'en fait, dans notre tête, voilà, c'était pas possible que ça marche pas parce que il y avait tellement d'enjeux derrière. Donc j'avoue qu'on est quand même tombé de pas mal d'étages et que la chute a été dure. Voilà, on a pu partager ce moment à deux, donc ça c'est cool. Et peut-être que ça nous a rapprochés. Je sais pas. Donc ça s'est passé le jeudi il y a 2 semaines. Et puis le lundi, j'avais rendez-vous donc pour faire le point après cet échec. Et il s'est avéré que j'étais au tout début de mon cycle parce que vu que je n'ai pas d'utérus, je n'ai pas mes règles, donc on ne sait jamais quand est mon cycle. Donc ça, c'est aussi la petite difficulté quand on fait une FIV, c'est qu'il faut trouver le bon moment à coup d'écho et de prise de sang. Et donc là, il s'est avéré que j'étais vraiment au début de ma, au début de mon cycle. Et donc, j'ai commencé tout de suite les traitements.
Par contre, je n'avais pas la force de retourner en Ukraine. Et donc, nous sommes passés par une amie à nous qui s'appelle Adva, qui a Art Fertilité et ma FIV. Et du coup, elle nous a conseillé d'aller en République tchèque et on peut faire envoyer les embryons en Ukraine. Donc voilà, on part en République tchèque ce soir. Grand moment. La ponction aura lieu demain. Et ensuite de ça, le transfert se fera pas pour tout de suite parce qu'avant ça, on va à nouveau faire le DPNI. Ils vont aussi regarder du côté de la mère porteuse s'il n'y a pas de petits soucis qui auraient pu poser un problème d'implantation. Et donc, je pense que ce sera plutôt pour cet été, le prochain transfert. Et oui, voilà, ça nous tenait à cœur de recommencer assez rapidement parce que déjà, on est un peu pris par le temps, de par mon âge et ma fertilité, et des petits soucis qu'on a rencontrés lors de cette première FIV. Et puis aussi parce que voilà, on a pas mal de projets, on va se marier, on a un été très chargé. Et donc, en fait, repousser, oui, c'était pas dérangeant quelque part, même si quand l'envie est là, tu as envie que ça arrive le plus vite possible. Mais c'est juste que ça repoussait à trop longtemps et que dans trop longtemps, on ne savait pas si ce serait encore possible ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé très, très vite. Donc, voilà. Et ben, j'ai hâte. On a hâte. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Je pense qu'un médecin m'avait expliqué que comme je n'avais pas d'utérus, mes ovaires étaient quelque peu endormis et qu'il se pouvait que la première stimulation ne fonctionne pas très bien et que ce serait seulement à la deuxième que ça fonctionne bien. Et il semble que c'est ce qui est en train d'arriver car la première était vraiment catastrophique et celle-ci se passe plutôt très très bien. Donc, mieux que ce qu'on l'espérait en tout cas. Donc, voilà. Les voyants sont à nouveau tous au vert, le moral est revenu. Voilà, ça a été une semaine un petit peu pour faire le deuil et puis repartir. Et comme je dis toujours, dans ces parcours PMA qui sont ces parcours un petit peu précieux, ce qui est difficile, c'est que on se rend pas compte, mais avoir une grossesse arrêtée, c'est un choc pour qu'importe l'âge de la grossesse. Ça reste un choc, ça reste une déchirure, ça reste un deuil, ça reste hyper triste. Mais je trouve que les échecs de la PMA équivaut en fait à un arrêt de grossesse. Spontané ou pas spontané, hein, mais alors dans la moindre mesure, hein. J'entends évidemment que si on est enceinte de 3, 4, 5 mois, c'est un deuil qui va se faire sur beaucoup plus de temps. Là, c'est un deuil qui est quand même plutôt rapide, mais ça reste un deuil et ça reste un peu comme si on avait perdu un bébé, même si c'était que des cellules et puis que ce n'était pas un bébé, etc. Et je trouve que ça, c'est dur parce qu'on ne le met pas assez en lumière. Voilà, donc j'avais envie de le partager. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Et voilà. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Coucou Flavie, voici les dernières news concernant notre parcours. Nous sommes partis en République tchèque pour refaire une FIV avec le projet de faire une double FIV, c'est-à-dire que tu fais une première FIV, une stimulation avec une ponction, et puis tu enchaînes sur la deuxième partie de ton cycle avec une deuxième ponction. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a eu la barrière de la langue, je pense, qui a fait qu'on s'est mal compris. Et du coup, je devais en fait recommencer quelque part voilà, directement. Finalement, j'ai pas pu. Finalement, ils ont trouvé une solution. Donc voilà, c'est arrivé au mois de mai. Et donc, j'ai fait une FIV. Je suis rentrée à Genève. J'avais recommencé les traitements en vue de refaire donc une deuxième FIV le plus rapproché possible pour avoir le plus possible d'embryons. Il s'est avéré que mon corps n'a pas trop supporté la première FIV. Donc, j'ai fait une petite hémorragie avec des kystes qui ont explosé. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, bref. Et puis donc là, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout, que voilà, mes ovaires, de toute façon, même si je faisais une FIV, il y aurait des très mauvais résultats.
et qu'il me déconseillait clairement de continuer pour le moment. Ma gynécologue m'a dit qu'il fallait peut-être aussi penser à faire un peu une croix sur ce projet, que voilà, ça se passait pas méga bien pour moi, que ma réserve n'était pas au top, que les résultats des FIV n'étaient pas au top. Donc, à nouveau, gros coup de massue, hein, c'est toujours les montagnes russes, de toute façon, ce genre de parcours. Et puis, du coup, je me suis dit, ok, on arrête. Et puis, là, était de savoir la question, parce que le but, c'était de faire le plus possible d'embryons pour pouvoir ensuite les envoyer en Ukraine pour continuer notre parcours. Et évidemment que tout a un coût et que de les envoyer en Ukraine par coursier, ça coûte extrêmement cher. Donc on s'est dit là on n'a pas le choix. On attend les résultats du DPNI qu'on a fait sur les embryons et puis on verra bien. Sauf que je me suis dit en gros c'est soit on a du bol et en fait il nous restait 3 embryons du coup après cette première FIV. Donc soit on a du bol et on a 3 embryons en parfaite santé ou alors 2 ou alors 1 ou alors on peut aussi ne rien avoir et ça veut dire qu'on doit tout recommencer l'année prochaine. Donc j'étais un peu dépitée, je me suis dit de toute façon maintenant c'est plus de mon ressort, donc il faut que je lâche prise. Et puis on a eu une très 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 bonne nouvelle, c'est que sur 3 embryons, 2 ont passé les tests et sont parfaits, méga beaux, donc prêts pour un transfert, ce qui nous laisse 2 chances. Donc voilà, là ils ont été envoyés, ils sont en train d'être envoyés en Ukraine, ils ont déjà atteint leur première destination de leur long périple. Et bientôt, ils continueront leur aller vers leur deuxième destination. Et ensuite de ça, on refera un transfert avec qu'un seul embryon pour se garder le plus de chances possible pour que ça réussisse, en espérant évidemment que ça marche cette fois-ci, ou alors que si ça marche pas, ce sera la troisième, entre guillemets, la bonne. Donc voilà, c'était pour te donner des nouvelles et on continue, on y croit. J'essaye d'être hyper positive. Je me dis là, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec 2 en parfaite santé. Voilà, j'y crois et j'essaye d'être positive parce que sinon, si je le suis pas, je m'effondre. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Eh bien voilà les dernières nouvelles de Margot. On lui souhaite plein de bonheur à venir. Un beau mariage qui vient de se passer pour elle il y a quelques jours. C'est merveilleux et puis on espère vraiment que sa famille puisse encore s'agrandir. Et je vous donnerai des nouvelles dans quelques mois. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.